Et avec mon ami Frédéric Brindel. Bonjour à tous. Ça va Frédéric? Oui. Comment ça va? Vous bien avez vu comment c'était calme dans le bureau? Oui, c'est pas, je sais pas. Il n'y a pas de Philippe David, c'est très calme. C'est bizarre. Hein. Bon, pas de blagues pourries, pas de. Alors, mais des blagues quand même, mais plutôt sympa. Oui, Finn, vous êtes en train de dire. Je suis sûr qu'il est en train de nous écouter. Mais je l'embrasse. Il doit se dire, mais dans mon dos, tout ça. Je serai à la hauteur, Philippe David, je le saurai. En tout cas, on l'embrasse et on le retrouve demain. Vous l'avez compris, Frédéric Brindel sera avec nous jusqu'à 19h. Et puis avec Clément Berger, vous serez en direct à partir de 19h pour la voix, en tout cas les vraies voix qui font parler la France. On en parlera bien entendu dans quelques instants. Autour de cette table, Éric Revel est avec nous, journaliste et écrivain, auteur de C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Bonsoir Éric Revel. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Sébastien Ménard est avec nous, Fred. éditorialiste et entrepreneur dans la food tech. Bonsoir Sébastien. Bonsoir les amis. Il a une belle casquette. Ouais, il a une belle casquette. Il a un beau costume. Il est arrivé avec un casque en plus tout à l'heure. Pour livrer des choses. Il a envie de se faire offrir des trucs. Il arrive toujours les mains vides. Pascal Giral est avec nous, chef d'entreprise. Bonsoir Pascal. Et bonsoir tout le monde. Dites-moi, ça manque de chauve cette fois-ci dans cette émission. D'habitude, il y en a beaucoup plus. Vous avez bien fait de venir, mon cher Pascal. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour face à la hausse des violences et du harcèlement scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale a écrit aux parents. Édouard Giffray appelle donc à une mobilisation générale. L'école ne peut plus agir seule. Avec cette question du jour, Frédéric. Oui, violence et harcèlement à l'école. L'éducation nationale est-elle dépassée? Alors, nous y sommes. Il fallait bien que ça arrive un jour. Vous dites oui à 100% sur le compte X de Sud Radio. Je ne peux pas faire mieux, c'est 100%. Eh bien, moi, je m'inscris en faux. Je n'ai pas encore voté. Moi, je dirais non. Elle garde quand même la main. Encore faut-il qu'on puisse lui donner la chance de le faire. Et vous, Éric Revel? Non, moi je pense que malheureusement l'éducation nationale n'instruit plus. J'aime bien l'idée de demander aux parents d'assurer leurs responsabilités. On en parlera. J'aime bien. Mais franchement, vous avez vu dans quel état est l'éducation nationale. Allez, on en parlera tout à l'heure. Sébastien Ménard. Moi, je suis pas d'accord avec Éric Revel. Il y a énormément de belles choses encore qui se font grâce au service public et c'est grâce à l'éducation nationale. Pascal Giral. À dépasser de toute évidence pour que le ministre écrive à tout le monde. Voilà, c'est ça. Et à 17h45, la Fond au plus, après la tempête Nils, nous irons en direct sur le terrain dans l'Aude et dans les Pyrénées-Orientales pour le bilan. Et aussi avec Sébastien Vinici, qui est président du département de la Haute-Garonne. Et puis la question du soir, c'est à 18h10. Le Sénat a lancé en octobre dernier la commission d'enquête pour faire toute la lumière sur le manque de transparence des marges des distributeurs. En parallèle, l'association des consommateurs Famille Rurale annonce saisir l'autorité de la concurrence pour demander une enquête sur les formations des prix. Nous vous posons la question, estimez-vous que les supermarchés font trop de marge? Vous dites oui, 76,9%. Oui, et il est temps de prendre le problème à bras le corps. Voilà ce que j'en pense. Et vous, Éric, vous êtes encore contre? Je ne sais pas ce que c'est que la marge d'un supermarché, donc je vous avoue que j'ai du mal à répondre à la question. Maintenant que les prix soient trop hauts et qu'on ait des problèmes de pouvoir d'achat, oui. Allez, Sébastien Ménard. Les prix restent quand même très élevés et on voit de plus en plus, malheureusement, dans nos supermarchés, le service humain se dégrader. Monsieur Giral. Oui, apparemment toujours très haut. Je me suis livré un petit calcul, je vous en expliquerai tout à l'heure. C'est le seul qui a bossé. Et à 17h50, c'est le bon Flavio, notre chasseur d'arnaque. Écoutez, on a encore une fois une arnaque, un truc un peu chelou. On écoute. Oui, bonjour, je vous appelle pour la voiture à vendre, toujours disponible? Ouais, toujours disponible, ouais. Oui, je voulais savoir pourquoi la vendre, là, vu l'état. L'accident n'a pas été déclaré à l'assurance. Il n'y a rien sur la carte grise. Mais c'est de la fraude, ça. Ah, mon gars, c'est de la fraude, mais si tu fermes ta gorge, il n'y aura pas de fraude. D'accord. Vas-y, Sébastien, ferme ta gorge. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. C'est l'heure de l'école, allez hop, debout! Pourquoi t'es pas venu à l'école aujourd'hui? L'école. Alors tu as vu l'école, man. Même les profs, ils y vont déprimer à l'école. Ah, mon vieux, j'aurais pas venu. Et c'est cette question, l'éducation nationale est-elle dépassée? C'est Hakim qui est avec nous pour y répondre, de Villeneuve-sur-Lot. Bonsoir Hakim, bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous accueillir. Quel est votre avis? Bonsoir Cécile, bonsoir Frédéric et à toute l'équipe. Alors j'espère que non, moi je suis enseignant. J'espère que non, elle n'est pas dépassée, mais c'est vrai qu'on est très très inquiet de voir cette recrudescence de violence, ces couteaux, c'est plutôt triste.
Maintenant, moi, enfin même dans mes souvenirs d'élèves, je me souviens qu'il y avait déjà des conflits, malheureusement du harcèlement, ça existait déjà. Éric Revel. Cette lettre, en fait, cette on a lettre, tous été. Est-ce que c'est un constat d'échec Évidemment, on a tous été élèves, tous scolarisés, cours préparatoires. Parfois même, moi, j'étais scolarisé à Nanterre. Vous voyez, j'étais pas dans une ville. J'ai habité Cité des Fontenelles à Nanterre. Mais pardon, oui, il y avait des bagarres dans les cours de récréation, mais j'ai jamais entendu à mon époque d'élèves qui venaient avec des couteaux pour agresser des professeurs ou des petits copains. Pardonnez-moi. Donc en fait, l'éducation nationale, à mon sens, et on voit les classements PISA s'est effondré dans sa responsabilité d'instruire nos enfants, mais en termes de sécurité, c'est juste un naufrage. Et en même temps, il n'y a quand même pas des couteaux dans tous les établissements. Il ne faut pas non plus abuser. Aujourd'hui, moi, j'ai mes enfants qui sont scolarisés. Ma fille est notamment dans un lycée. Je pense que l'éducation nationale fait très bien son boulot, que lorsqu'il y a un problème, vous avez sur Pronote les informations. Il y a un cadre, il y a des voyages qui sont organisés, il y a plein de choses. Il ne faut pas non plus abuser. Hakim, vous disiez, vous êtes de quelle génération, Hakim ? Alors moi je suis né en 73 et j'ai toujours entendu des problèmes à l'école, ça fait très très longtemps. C'est vrai que j'avais pas entendu les couteaux, j'ai pas souvenir. C'est ça. C'est vrai que j'ai pas. Mais il y a toujours eu des problèmes d'harcèlement, des bagarres. On se moque de quelqu'un parce qu'il est gros, parce qu'il est comme ci. Il y avait ce genre de choses ou en colonie de vacances d'ailleurs. Ça a toujours existé. Maintenant, ce que je voulais dire sur les couteaux. Je pense que malheureusement des élèves manifestement viennent en classe avec et ne le disent pas. On les a saisis. Si on le sait, c'est que déjà on les a saisis, c'est que déjà donc il y a du renseignement, il y a de l'information, c'est bien. Je pense pas que forcément ce soit pour agresser quelqu'un ou régler un compte. Malheureusement, c'est pour ouvrir des huîtres à votre avis? Eric. Attendez, quand ils viennent avec un couteau. Eric, c'est pour se défendre. C'est aussi pour se défendre parce qu'ils ont peur. Alors, je pense que. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que malheureusement, comme il y a un climat un petit peu anxiogène, peut-être que des élèves, alors soit avec la complicité des parents ou dans leur dos, je ne sais pas, malheureusement prennent, c'est une arme. Oui, absolument. Vous bougez pas, Hakim. De toute façon, on aura l'avis de Pascal Giral et de Sébastien Ménard dans un instant. Et puis, vous nous appelez, ou de vous attend au standard, 0826 300 300. Avec Frédéric Brindel, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bon, 7h20, Frédéric Brindel, Cécile de Ménibus. Et avec Frédéric, on est ravis d'accueillir Éric Revel aujourd'hui, auteur de ce livre, C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse, avec grand plaisir. 10 ans de fiasco d'Emmanuel Macron. Voilà, ça se lit. Ah bon, 10 ans? Non, pas 10. 5. Je vais faire un chapitre supplémentaire. Sébastien Ménard. C'est tellement facile. C'est tellement factuel. Proposer des solutions plutôt que de critiquer. Allez, Sébastien Ménard, ce sera votre tour dans un instant, Pascal Giral. Et on revient sur cette question et cette lettre envoyée du ministre de l'Éducation nationale aux parents. L'éducation, cette question du jour national, est-elle dépassée? Pour l'instant, vous dites en majorité oui. Sébastien Ménard. En très, très grosse majorité. Oui, très grosse, vous avez raison. C'est pratiquement, en tout cas, c'est pour ceux qui votent sur X, sur le compte de Sud Radio. Vous vouliez réagir, Sébastien Oui, parce Ménard? qu'en fait, on ne parle que de l'école, mais ce qui se passe à l'école est la conséquence de ce qui se passe en dehors de l'école. Et que, à vouloir, moi j'ai souvent entendu des ministres, d'ailleurs de droite, de gauche, etc., dire on va sanctuariser finalement l'école pour la protéger des maux de la société. Mais en fait, si vous réglez pas les maux qui viennent non pas bousculer mais gangréner de manière mortifère la société française, vous allez rien changer. Vous pouvez ajouter des portiques, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, etc. Mais la réalité, c'est que c'est le... si on continue comme ça, ce sera un bunker. Non, mais ce que je dis, c'est que c'est la société. C'est que quand vous avez des gamins qui traînent de 10 ans, 12 ans, qui traînent dans la rue jusqu'à pas d'heure, évidemment aujourd'hui vous empêchez les forces de l'ordre de faire leur travail parce que délit de faciès, parce que ceci, parce que peur de la bavure, etc. Et en fait la réalité, c'est la police tue, non? Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, monsieur Revel, laissez-moi juste terminer parce que vous allez être ridicule. Vous allez être ridicule dans une seconde. Je dis simplement. Vous l'êtes depuis que vous avez pris la parole. Non, allez-y, continuez. Non, je l'ai absolument pas. Mais simplement, c'est facile de bâcher les professeurs, c'est facile de bâcher
bâcher l'éducation nationale, de bâcher quelque part le système éducatif français. La réalité, c'est d'abord essayons de régler ce qui se passe en dehors. Et ça s'améliorera en dedans, évidemment. Alors moi je pense que s'il y a quelqu'un à bâcher, c'est surtout les parents. Ouais. Parce que on part du principe, depuis des années et des années, certains parents ont confié à l'éducation nationale le soin d'éduquer leurs enfants en plus de les instruire. Et c'était bien pratique parce qu'il y avait à s'occuper de rien. Et maintenant, l'éducation nationale est débordée par les événements. La preuve, pour que le ministre appelle au secours à travers une lettre certains parents pour leur rappeler de faire leur boulot, ça sent quand même un peu le roussi. Alors, à la question, est-ce que l'éducation nationale est dépassée? Ben, je dis oui, parce que si le ministre doit écrire aux parents pour leur dire faites votre boulot, on est mal. Hein. Et vous pensez bien que les parents ont strictement rien à foutre, parce que ce que vous dites est faux, parce que en fait, quand vous avez des professeurs, des instituteurs qui éduquent les enfants, donc qui réprimandent les enfants, vous avez les parents qui débarquent. Donc pardonnez-moi, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis, s'il y a des gens à blâmer, c'est les parents. Non, mais l'éducation nationale l'a dit pendant des années, laissez-nous faire, c'est notre métier. On s'occupe de tout, c'est notre job. Alors à un moment donné, il faut choisir. Clin d'œil quand même, parce que Sébastien Ménard a été convaincant, puisqu'on est passé de 100% à oui, l'école est dépassée à 97%. Je dis ça, je dis rien. Vous avez gagné 3%, monseigneur. Je voudrais juste dire quand même. Non, mais je voudrais juste dire que quand le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, en l'occurrence, dit nous ne pouvons admettre ni la banalisation de l'insulte, ni plus grave encore les violences physiques, il a raison. Et c'est bien de rappeler alors. Vous savez, moi, je viens du sport. C'est d'une banalité, pardon. D'accord, je viens du sport, mais quand il y a des problèmes dans les tribunes, on incrimine le club. C'est quand même la sécurité civile qui est censée arrêter ces gens-là. Donc quand il y a des problèmes dans les écoles, c'est pas à l'éducation nationale qu'on va encore faire porter le chapeau. Tout à fait. Et ben c'est justement aux forces de l'ordre, etc., d'assurer ce travail. Parce que dans le rôle pur d'enseignants, moi je trouve qu'ils ont gardé la main dans plein de domaines. Il y a des mauvais, il y a des bons, on le sait. Voilà. Mais quand les enfants sont à l'école, les enfants mineurs sont à l'école, ils sont mineurs. Qui sont les responsables de ces mineurs? C'est bien les parents. Donc c'est bien les parents qui sont responsables. Oui, mais une fois qu'ils sont confiés à l'éducation nationale, une fois que vous les laissez, c'est pas l'éducation nationale qui les déforme. Hein. C'est la manière des parents d'éduquer leurs enfants qui les rend comme ça. C'est bien pour ça que c'est pas l'éducation nationale qui est dépassée. Je pourrais être en accord avec mon voisin de droite, le macroniste Sébastien. Macroniste de droite. Macroniste de droite. C'est que évidemment la société est dans un état de délabrement, de fracturation absolument hallucinant. Alors, je rappellerai quand même qu'on a un président de la République qui est là depuis 7 ans, 8 ans, que jamais la société française n'a été autant fracturée que sous un président de la République. D'ailleurs, est-ce qu'il en est la cause ou est-ce qu'il en est non, mais est-ce qu'il en est la cause ou la conséquence? Parce que c'est ça le vrai sujet. Il a regardé passer le train, il a passé regarder le train, il n'a pas fait grand-chose à part transformer l'Élysée en agence de communication événementielle, si vous voulez, en portant des lunettes, voilà. Bon, maintenant, il y a aussi autre chose. Bien sûr que les familles sont responsables, je partage le point. Mais regardez comment, depuis, 1968, ça s'est accéléré depuis, on a déconstruit la valeur familiale, comme on a expliqué aux gens. Bon, il y a énormément de familles monoparentales, et ça, c'est pas un souhait de ces familles-là. Il y en a beaucoup. Donc, vous avez une mère qui va travailler tôt et qui va finir tard, qui a sans doute plus la main sur ses enfants. Mais regardez comme on a explosé la cellule familiale, comme on a dit que tout ça, c'était des concepts conservateurs, que la famille, bon, oui, allez, il fallait la faire bouger, que les repères pouvaient tomber avec elle. Bon, ben tout ça, on en paye l'addition aujourd'hui. Donc la société est totalement délabrée, dégradée. Je suis d'accord avec vous, cher Sébastien. Mais il y a des responsabilités historiques, à mon avis, à gauche. Bon. Et puis quand même, on a un président de la République, si vous voulez, qui a mis en place le en même temps. Votre bouquin, mais non. Et puis tout à l'heure, Hakim, notre auditeur, a dit, nous, effectivement, à l'époque, on n'avait pas de couteau. Il vous écoute. Hakim, vous avez dit, à l'époque, on n'avait pas de couteau. Il y a autre chose qu'à l'époque, on n'avait pas. Les réseaux sociaux. Et ça change toute la donne. Ça change toute la donne parce que là, que faire avec des enfants qui sont conditionnés par les réseaux sociaux? Avant, si je n'aimais pas Sébastien Ménard, j'écrivais sur les murs, Sébastien Ménard a une petite tête, par exemple. Voilà. Ah, moi, j'aurais pas écrit ça, moi. C'est la tête. C'est cadeau, monseigneur. C'est cadeau. Maintenant, j'écris sur les réseaux sociaux. Vous le connaissez bien physiquement, c'est bizarre. Et maintenant, j'écris sur les réseaux sociaux une insulte et tout le monde le reprend et ça prend des dimensions terribles. C'est ça. Voilà.
Oui, mais ça veut dire est-ce qu'il faut remettre de l'autorité au sein de l'école ? La société. Cécile Le Minibus. En fait, c'est dans la société. Mais les deux, Sébastien Ménard. Mais encore une fois, je répète, ce qui se passe, et vous allez voir que la statistique, on va descendre à 90%. Bougez pas, je vous donne la parole. C'est que plus l'autorité, je dirais, en dehors de l'école sera rétablie, plus les choses vont s'arranger à l'école. C'est juste logique. Alors, et c'est sûr qu'on parle de la démission des parents, etc. Mais enfin, vous avez une explosion des familles monoparentales, notamment dans les quartiers. C'est pas, mon cher Éric Revel, la conséquence d'une espèce de vision lubie-wokiste ou je ne sais quoi. Ouais, ça va, moi je viens d'une famille monoparentale. Ce que je veux dire, Cécile, vous avez raison. C'est toujours la même chose. Les parents seuls beaucoup de parents seuls sont capables d'élever leurs enfants. Arrêtez de stigmatiser aussi. Une fois qu'on a dit ça, une fois que la société est fragmentée, qu'il n'y a plus d'autorité dans la rue. Enfin, rappelez-vous quand vous étiez gamin, il y avait la peur du bleu, il y avait la peur du gendarme, la peur du policier, etc. Mais attendez Sébastien, je vous raconte une histoire. Pendant les Gilets jaunes, il y a eu un couvre-feu sur les moins de 14 ans, ou moi je sais plus quoi. On a eu une auditrice au téléphone qui a dit, moi j'arrivais pas à tenir mon fils et tout, et pendant le confinement, comme j'étais obligée, j'ai pris la clé de la maison et je l'ai mis sous mon lit, donc du coup il a pas pu sortir. Et pourquoi vous l'avez pas fait avant en fait ? Pourquoi vous attendez qu'il y ait une injonction et un couvre-feu pour le faire? Alors pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Et c'est ça ma question en fait. C'est juste ça la question qu'on pose aux gens. Hakim a envie de répondre oui, à cette question. Alors d'abord, pour répondre à Éric Revel, je crois qu'on ne reviendra pas avant mai 68 et je pense que c'est pas souhaitable. C'était pas une société, pour moi, de mon point de vue, c'était pas une société qui était, désirable. Les professeurs qui levaient la main sur les enfants ou qui les humiliaient en leur faisant porter des bonnets d'âne et les balader dans toutes les classes, moi je ne regrette pas cette école-là. J'ai vu les images en noir et blanc avec des enfants très sages, etc. Je ne l'ai pas connu, je ne sais pas ce que c'était. C'est vrai, vous avez raison. Les rapports ont changé entre élèves et professeurs. Il semblerait qu'il y ait moins d'autorité qu'avant. Moi, je puis vous assurer, ça fait 25 ans que j'enseigne. J'ai des grands, ils ont entre 15 et 18 ans. J'ai même parfois les troisièmes, ils ont 14 ans, les tout petits. L'autorité des professeurs, on en a. Il faut pas croire que dans nos classes, c'est le bordel, on peut plus rien faire. Et on a aussi des parents qui comprennent les choses. Il y en a qui sont dans le déni. Ils vont défendre bec et ongle leurs enfants. Ils ne vont pas comprendre la sanction. Et en fait, ils jouent contre leur enfant. Heureusement, quand même. Hakim, on vous entend plus du tout, malheureusement. Hakim, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Vous restez avec nous. Parce qu'on a entendu l'essentiel quand même. Absolument. Ouais. Et c'est, en tout cas, merci d'avoir témoigné ce soir pour ce sujet. L'info en plus dans un instant. On reviendra sur la tempête Nils et on fera un bilan de la journée dans quelques instants. Si vous voulez, bien sûr, des informations. Tout de suite, c'est le seul contre tous. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça, c'est Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Cécile de Ménibus. Ça chauffe dans ce studio, avec Frédéric Brindel. Ah, oui. Vous êtes chaud comme une baraque à frites aujourd'hui. Moi, mais faut pas vous lancer. Ouais, le problème, c'est qu'en face de nous, il y a Sébastien Ménard et Éric Revel, deux hommes qui ne s'aiment pas. Voilà. Donc, on se respecte. On se respecte. Prouvez-le. On se provoque en duel régulièrement. Ça va finir dans une cage de MMA. Bien que le duel soit interdit depuis le dernier qui avait opposé Gaston Defer à je sais plus qui. Je ne sais pas sur lequel je parierais. Ça dépend si on est physiquement ou intellectuellement. Moi, je suis un garçon gentil, si c'est physiquement, c'est Eric, non? Moi, je donnerais aucun coup bas, mon voisin, je ne sais pas. Mais il a une parole cinglante et ça fonctionne aussi. Avec Pascal Giral qui est avec nous, chef d'entreprise. Et tout de suite, on va vous donner l'occasion de vous battre par le verbe. C'est le seul contre tous. Les Vraies Voix Sud Radio. Seul contre tous. Et on va commencer par Frédéric Brindel, tiens. D'accord. Moi, je vous amène sur le débat concernant la réquisition des logements vacants relancé par une proposition de loi. Le texte est examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il prévoit d'autoriser les maires à réquisitionner des locaux en faveur des sans-abri et des mal logés, au même titre que les préfets. La question de fond reste, chers amis. Que faisons-nous des gens englués dans la misère? Souvenons-nous de l'ordonnance de 47. L'État avait réquisitionné 88 000 logements. Le président Jacques Chirac entre 95 et 97. Et puis,
la loi de réquisitions attributaires pour logements vacants qui avait été votée en juillet 98. Depuis, plus rien. Les foyers d'accueil débordent, les gens dorment dans la rue ou dans leur voiture quand ils en ont une. Ça ne peut satisfaire personne, vous en conviendrez, j'espère. Parallèlement, la fronde s'organise et ne satisfait là encore personne. Résultat, le phénomène intolérable du squat des logements de particuliers en est la preuve. Et il prend de l'ampleur. Pour le contourner, la solution n'est-elle pas finalement d'encadrer une mise à l'abri des gens dans des lieux laissés en jachère? Il le faudra bien, d'ailleurs, paraît-il, un 800 mètres carrés avenue Foch est actuellement inoccupé. La réquisition des logements vacants, c'est un peu comme les trafics. Pour les enrayer, ne faut-il pas légaliser la consommation, surtout quand la matière première ne tue pas, mieux quand elle est la vie? Alors, juste une petite précision, mon cher Frédéric, parce que vous êtes expert sur le sujet. On parle de réquisitionner des logements publics ou des logements privés. Alors, on parle de locaux en général. C'est-à-dire que ça peut être... Alors, je vais vous dire mon sentiment. C'est un scandale. C'est juste un scandale. L'État est incapable aujourd'hui, et depuis plusieurs années, d'avoir une politique du logement, de construire du logement. Je rappelle qu'il y a 3 millions de ménages qui attendent des logements sociaux dans ce pays. Donc, pourtant, Macron avait dit qu'il n'y aurait plus personne dormirait dans la rue. Bon. C'est d'abord l'échec de cette politique-là. Il n'y a aucune stratégie. Demandez aux promoteurs, les normes qui s'empilent pour construire des logements. Donc déjà, voilà, l'État n'a pas fait son job. Et alors l'État qui ne fait pas son job voudrait réquisitionner des logements privés. Alors moi évidemment je compatis à tous ces gens qui sont dehors. Bon, on a quand même 800 à 900 000 immigrés illégaux dans ce pays. Hein. Bon, je compatis. Mais l'État qui n'est pas capable de construire des logements sociaux voudrait réquisitionner des logements privés. Vous qui aimez la musique, je vous renvoie sur Maxime Le Forestier, comme un arbre dans la ville. On peut faire des logements partout, on n'aura plus aucun espace vert. Mais non, on fait pas des logements partout. Mais en tout cas, moi je trouve ça scandaleux. Alors j'aurais pu être dans la bien-pensance, vous dire formidable, réquisitionnons des logements privés, tous ceux qui n'arrivent pas ou qui ne veulent pas louer leur appartement, qu'on les saisisse, qu'on les réquisitionne, etc. Mais franchement, c'est un naufrage de l'État sur ce secteur. C'est pas qu'un naufrage de l'État, c'est un naufrage de l'éthique. Accessoirement, l'une des premières libertés dans un pays libre, dans une démocratie, c'est le droit à la propriété. Donc, on n'est pas... mais le droit au logement, aussi. Non, mais attendez, le droit à la propriété, c'est aussi un droit. C'est-à-dire que celui qui est propriétaire de son bien, il a le droit d'en jouir comme bon lui semble. Voilà, s'il décide de laisser son logement vacant en lieu et place de le louer, c'est son droit le plus absolu. Moi, je vais vous dire la vérité. Dans la ville dans laquelle je suis encore élu pour quelques semaines, je suis contre les réquisitions. Je suis contre ça. Voilà, si on veut construire du logement, on peut construire du logement. Il y a des poches foncières, il y a des biens qu'on peut raser, sur lesquels on peut évidemment densifier, donc monter, grimper un petit peu en hauteur. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'effectivement, dans ce pays, et là, Monsieur Revel a raison, nous n'aimons pas l'immobilier, nous n'aimons pas le béton, nous n'aimons pas toutes ces activités qui sont... C'est heureux, il me semble. Non, mais attendez. Demandez dans les zones industrielles s'ils aiment le béton. Attendez, il y a aujourd'hui, Monsieur Brindel, quand vous êtes né, vous avez une cinquantaine d'années, il y avait 2, bien plus. Attendez, laissez-moi, oh là, Cécile, s'il vous plaît, laissez-moi juste vous faire une démonstration qui est factuelle, qui est anthropologique. Quand vous êtes né, Monsieur Brindel, il y avait 2,7 milliards de bipèdes sur cette planète. Il y en a près de 8 milliards aujourd'hui. Donc évidemment qu'il faut densifier, évidemment qu'il faut loger et nourrir. Et tous ces gens. Vous dites, on gage justement. Il y a des endroits qui ne servent à rien, donc on les gâche. C'est pas ce que je dis. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des tours de 1000 étages. Ce que je dis, c'est qu'encore une fois, cristalliser le débat sur les salauds de riches qui ne mettraient pas dans ça. Mais bien sûr que ça. Mais bien sûr que c'est ça le sujet. Le sujet, si vous êtes de droite, effectivement. Oui, je suis de droite sur ces sujets-là. 30 secondes pour. Je pense que vous parlez d'une solution d'urgence en termes de réquisition. C'est exactement mais réquisition de biens privés, comme on disait tout à l'heure, ça doit être quand même super encadré, parce que pour combien de temps, comment, à quel prix, qui va payer, etc. Ça me paraît super compliqué. Alors l'effet d'annonce qui consiste à dire on va réquisitionner, c'est bien, mais la mise en pratique me paraît extrêmement difficile. C'est tout l'enjeu de cette situation. Si quelqu'un d'intelligent peut organiser, ça me semble être du bon sens, tout simplement. Mais non, pas du tout. Merci beaucoup, Frédéric Brindel. Éric Revel, c'est votre tour. Comment ça va ? Emmanuel Macron va lancer un grand emprunt européen. Ah oui.
Et vous êtes contre? Il est en boucle, sur alors, non, mais si vous voulez, non seulement je suis contre, mais depuis qu'il a donné cette interview à la presse étrangère et au journal Le Monde, les Allemands, le chancelier, vous savez, son ami le chancelier Merz est monté au créneau pour dire mais décidément ces pauvres Français, ils ont jamais une idée meilleure qu'une autre. Pourquoi il faut être contre? Parce qu'en réalité, Emmanuel Macron a fait plus de 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Donc en fait, la capacité d'emprunt de la France est en train de s'étioler. Donc on essaie de construire un paravent européen en disant on va émettre des eurobonds, c'est-à-dire des obligations européennes avec des taux d'intérêt sans doute plus bas, parce que tous les pays ne sont pas du tout dans une situation financière en Europe. Donc on va essayer d'emprunter globalement en Europe pour essayer de faire les fins de mois français. Je pense que Emmanuel Macron, il a qu'une seule visée, je vais vous le dire. Il parle de souveraineté européenne, il parle d'emprunt européen. En fait, son futur job qu'il vise, c'est d'y aller. C'est d'être président de la Commission européenne à Bruxelles et de remplacer la fameuse Ursula von der Leyen. Mais si vous voulez, on peut pas faire endosser aux autres le fait qu'on est incapable chez nous pour l'instant de faire des réformes d'État qui vont faire baisser la dépense publique ou le déficit budgétaire. Voilà. Et d'ailleurs, regardez, vous verrez, le chancelier Merz a dit « No way ». For sure, Emmanuel Macron. Mais pas tout à fait pour les mêmes raisons que vous évoquez. Hein. Si, parce que tous les pays qui sont frugaux en Europe, et il y a des pays qui sont en excédent budgétaire, qui ont fait des réformes. L'Italie, le Portugal, l'Espagne nous donnent les leçons. Sans parler des pays du Nord, monsieur Sébastien Ménard. Une ou pas? Eh bien, ces pays-là, ils disent, mais nous prenez pas pour des idiots. Vous êtes incapables de faire des réformes et vous voulez emprunter au nom de l'Europe. Mais non. Allez, on y va. Non, mais la réalité, c'est que vous avez deux conceptions quelque part qui s'opposent. Vous avez l'orthodoxie budgétaire des pays scandinaves et évidemment de l'Allemagne. Et puis vous avez une vision, j'ai envie de dire, un petit peu plus ouverte sur la dette, qui est celle de Macron, et il n'est pas le seul. Après, moi, je ne suis pas choqué à l'idée d'avoir des dettes structurelles, des emprunts européens, si on arrive à construire une armée européenne, si on arrive à adresser des chantiers qui sont utiles, je dirais, à l'intégralité de l'Europe et de la communauté européenne. Mais s'il s'agit effectivement, avec cette dette, de racheter de la dette ou de patcher les dettes des États, etc., sur notamment des dettes de fonctionnement, parce qu'on est incapable de réformer un certain nombre de pays, dont la France, là je suis d'accord avec vous, monsieur Revel. Mais vous racontez beaucoup de bêtises. Nos amis allemands, parce que vous êtes d'accord avec moi, donc je vois pas encore. Nos amis allemands, ils sont drôles parce que c'est quand même eux qui ont inventé le principe. Théorème de Schmitt, les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain. Donc ce que dit le président Macron, c'est on investit. Et d'ailleurs, dans des domaines, l'intelligence artificielle, la transition écologique, le quantique, on est bien obligé. Donc il y a bien un moment. Et puis moi, je vous pose la question à quoi ça sert l'Europe? C'est Edith Piaf qui aurait pu le chanter aussi. L'Europe, ça sert bien à mutualiser. Si on y va pensant, on arrête tout de suite. Mais je connais la théorie keynésienne, la dépense publique, quand c'est de l'investissement, de la croissance et de l'emploi, on est tous pour, mais là c'est pas le sujet. Mais non, c'est pas le sujet. Il faut bien lancer quelque chose. Mais en réalité, c'est l'aveu qu'avec l'état de nos finances publiques, on est incapable dans ce pays d'investir pour créer. Alors quand on dit vous pouvez rien faire parce que vous êtes pieds et poings liés par l'Europe, voilà. Et puis alors quand il fait quelque chose avec l'Europe, on lui dit non parce que c'est pas bien. Moi je dis que l'Europe, si ça doit servir à quelque chose, ça doit servir à ça. Allez, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied parce que j'allais demander de quoi était composé cet emprunt. Qu'est-ce qu'on mettait dedans? Parce que visiblement c'est pas très détaillé. On ouvre un emprunt et on met tout dedans, tous les problèmes qu'on a, on met tout dans l'emprunt et on dit on va faire un emprunt et alléluia, ça va résoudre tous les problèmes. Comme le sujet précédent, ça me paraît aussi difficile à mettre en œuvre. Absolument. Merci beaucoup, messieurs. Vous n'avez rien à rajouter? Je pense que j'ai été clair. D'ailleurs, tout le monde Éric Revel est un anti-européen primaire. Non, je suis un anti-Europe fédérale, moi. Oui, je suis vous êtes pas le seul. Vous n'avez pas le monopole de l'anti-Europe fédérale. Non, j'aime pas cette Europe-là. Voilà. Moi non plus. Allez, cette petite camomille vous fera du bien, les amis. On vous restez avec nous dans un instant. L'info en plus, cette tempête Nils, c'est un bilan de la journée. On va en parler dans quelques instants avec l'un de nos journalistes, Franck Payanav, qui est en direct de Toulouse, et puis surtout d'un spécialiste aussi qui sera avec nous, le président du département de la Haute-Garonne, Sébastien Vincini. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl. Frédéric Brindel, Cécile de Ménibus.
Mon Dieu, toute cette mauvaise foi autour de cette table. Mais bon, on les aime quand même. Éric Revel, journaliste et auteur de ce livre, C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Excellent livre, excellent livre. Et Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech. Excellente entreprise. Et Pascal Giral, chef d'entreprise. Je vous aime beaucoup, monsieur Brandel. Il est excellent par lui-même, voilà, Pascal Giral. Comme il est concis et efficace, contrairement à d'autres qui palabrent à ne plus Mais quand j'écoute Sébastien Ménard, je vais vous dire une chose. Oui. Sébastien Ménard est devenu à Emmanuel Macron ce que Salieri était au vrai Mozart, vous voyez. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Enfin, en tout cas, c'est pas trop tard pour regarder la réalité en face, monsieur Ménard. Vous avez raison. Les amis ont juste l'occasion de vous offrir un petit cadeau parce que voilà, c'est important aussi d'offrir des cadeaux. C'est le moment pour vous de jouer sur Sud Radio. On vous offre un bon d'achat de 200 € sur le site Le Vent à la Française qui crée des accessoires élégants fabriqués artisanalement en France, et bien entendu, et ça c'est important pour nous. Vous allez envoyer un SMS, vous écrivez Sud, SUD au 7 20 18 et on sera très heureux de vous offrir, en tout cas par tirage au sort, ce très joli cadeau. Et tout de suite, les amis, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Nous sommes au cœur encore de la tempête Nils qui a lourdement frappé le sud-ouest de la France la nuit dernière. Un chauffeur routier est mort dans les Landes après la chute d'un arbre. Les rafales de vent atteignent 162 km/h par certains endroits. Les pompiers ont eu énormément de travail et nous faisons le point depuis Toulouse avec notre journaliste Franck Payanave. Bonjour Franck, vous nous faites le point sur la situation. Il est 17h46, c'est à vous. Eh bien, écoutez, il y a toujours énormément de coupures d'électricité ce soir. Au plus fort de la tempête, 900 000 foyers ont été privés d'électricité. Mais il faut savoir que le rétablissement total prendra plusieurs jours dans certains secteurs. Difficulté également par endroits sur les réseaux mobiles et fixes. Sur les rails en Occitanie, les trains sont toujours à l'arrêt et le seront jusqu'à demain midi au minimum. En Aquitaine, la circulation a pu reprendre par endroits. Sur les routes, de nombreux axes ont été impactés par des chutes d'arbres, aussi bien sur les autoroutes que sur le réseau secondaire. C'est notamment pour cela que la vitesse autorisée a été abaissée dans plusieurs départements. À signaler ce soir, des bouchons toujours présents sur l'autoroute A61 et A9. C'est cette tempête Nils qui a causé de nombreux accidents dans le sud-ouest. Vous en parliez il y a un instant. Un homme est mort dans les Landes cette nuit près de Dax, mais d'autres accidents ont eu lieu dans la région, causant une dizaine de blessés, dont plusieurs gravement, principalement dans l'Aude. À noter également que 2 pompiers ont été légèrement blessés au cours d'une intervention dans le département des Landes, selon la préfecture. Donc de très très grosses rafales de vent qui ont causé d'importants dégâts. En effet, le vent a été violent dès cette nuit dans le sud-ouest, principalement dans le Gers, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques ou encore les Landes. Justement, là-bas, à Biscarrosse, vous le disiez, des rafales de vent ont été mesurées à 162 km/h, mais plus au sud à Pau, là, c'est un record qui a été battu avec 145 km/h. Enfin, dans les sommets pyrénéens, la station météo du Pic du Midi de Bigorre a enregistré des rafales de vent de 200 km/h. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est des rafales comparables à la tempête Klaus qui avait touché la même zone en 2009. Plus à l'est, ce matin, on a mesuré des rafales de 150 km/h dans le département de l'Aude et jusqu'à 158 km/h à Leucate. Chez les voisins des Pyrénées-Orientales, des rafales de 149 km/h ont été relevées à Perpignan et jusqu'à 180 km/h dans les terres. À part la Corse qui reste en orange pour le vent ce soir, l'alerte a été levée partout ailleurs, mais ce sont désormais les crues qui inquiètent le sud-ouest. Vigilance rouge toujours active dans le Lot-et-Garonne ainsi qu'en Gironde autour de la Garonne qui continue de monter depuis désormais 48 heures. Dans ces départements, le niveau a dépassé celui de la crue de janvier 2022, d'autant plus qu'il devrait continuer de pleuvoir dans les prochains jours, raison pour laquelle l'alerte a été donnée dans plusieurs communes, avec l'évacuation de certaines maisons comme à l'Aréole en Gironde. Franck Payanave depuis Toulouse, de la rédaction de Sud Radio, qui se mobilise à l'image de notre autre journaliste, Clément Barguin, qui a pu joindre il y a quelques minutes le président du département de Haute-Garonne, Sébastien Vincini. Écoutez-le, la situation s'améliore, mais la journée a été marquée par de très très fortes perturbations. Le plus spectaculaire, c'est sur ma commune de Sainte-Gabelle, au sud de Toulouse. C'est la flèche de l'église du clocher qui s'est décrochée. C'est un ouvrage de près de 300 kilos qui est tombé sur la toiture de l'église, qui a traversé le chœur. Et l'église est obligée d'être fermée. C'est assez spectaculaire. Ensuite, après, beaucoup de particuliers ont vu leur toiture endommagée par des arbres qui sont tombés, des grands qui sont arrachés, des bouts de toiture, des tuiles qui sont parties, des clôtures qui sont renversées, et puis après
des arbres qui tombent, parfois sur un véhicule, parfois sur une clôture ou du mobilier de jardin, et une partie des voies de communication qui ont été interrompues. Ce midi encore, 92 000 personnes en Haute-Garonne étaient privées d'électricité, et avec par voie de conséquence aussi la fibre et les télécommunications qui étaient aussi interrompues. Et remercier Clément Barguin, bien sûr, que vous retrouverez tout à l'heure à partir de 19h avec vous. Frédéric Brindel, c'est l'occasion aussi, si vous voulez témoigner de ce qui s'est passé avec la tempête chez vous, c'est le 0826 300 300. Vous pouvez d'ores et déjà appeler Aude au téléphone, bien entendu, pour précaler vos témoignages. Est-ce que vous êtes déjà, en tout cas, vous avez déjà vécu une tempête de l'intérieur autour de cette table ? Oui. Nous à Biarritz, on m'a dit que cette nuit ça a soufflé très 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 fort et que effectivement il y avait des dégâts. Alors c'est des dégâts qui sont géolocalisés, maîtrisés, etc. Mais oui, ça souffle. En tout cas chez nous, ça souffle souvent, et très très fort. Eric Revel. Oui, je me souviens Cynthia, je crois. J'étais en Charente-Maritime, à côté de Rochefort, chez mes beaux-parents à Saint-Aignan, et on tenait les fenêtres. Eh oui. On tenait les fenêtres, les volets étaient fermés, ça poussait tellement, et le lendemain matin, quand on s'est réveillé, c'était un désastre, tous les arbres étaient tombés, enfin c'était spectaculaire. Et Pascal Girard. Oui, la tempête de 99, c'est celle-là que Cynthia, je sais plus. Tout à fait. Ouais. C'est celle de 99, moi j'étais dans la maison, la cheminée est tombée sur le toit, à travers le toit, dans le salon, enfin c'était la panique, quoi. Ouais, c'est vrai. On s'imaginait pas que ça puisse souffler à ce moment-là. Celle-ci, en tout cas, Cécile, fait vraiment partie des tempêtes les plus puissantes qu'on ait connues, de la vie des spécialistes. Merci en tout cas, tout de suite les amis. Il n'est pas là, notre Flavio, il n'est pas là. Il arrive dans quelques instants. Il arrive dans quelques instants. Il faut dire aussi. Non, mais c'était l'occasion aussi de dire que à Paris, je me souviens très bien que moi j'habitais. Tout à coup j'ai vu la Défense, alors qu'avant il y avait des arbres, et il y a plein de gens qui ont aperçu la Défense de chez eux. Avant il y avait et tous ces arbres sont tombés. 99, ça. C'était 99, exactement. Et ça c'était un souvenir assez dingue. Et ça souffle de plus en plus. Ouais, de plus en plus. Quand ça passe effectivement les 150 et les 200 km/h. En tout cas, on pense bien à ceux qui ont été aujourd'hui touchés. Allez, tout de suite, le chasseur d'arnaque est avec nous. Bonsoir Flavio, comment ça va ? Bonsoir, ça va bien et vous ? Écoutez, ça va bien. On a encore bien ri en écoutant c'était drôle, le teasing de tout à l'heure. Donc on se dit, qu'est-ce que vous vouliez acheter encore aujourd'hui ? Une voiture, du moins ce qu'il en reste. Ouais, c'est ça. C'est court, mais c'est efficace. Allez, écoutez. Allô ? Oui, bonjour, je vous appelle pour la voiture à vendre, toujours disponible ? Ouais, toujours disponible, ouais. Oui, je voulais savoir pourquoi la vendre, là, vu l'état ? L'accident n'a pas été déclaré à l'assurance. Il n'y a rien sur la carte grise. Ouais, et donc ? Et donc là, il y a un beau bénéfice à prendre. Comment ça ? Ouais, je vais pas te faire des dessins, mon ref. La voiture, tu la répares vite fait. Tu vois, pas besoin forcément de la réparer, tu l'assures dans une assurance normale. Tu dis à un ami à toi de la louer, je sais pas, moi, chez Leclerc, par exemple, une camionnette. Ouais. Avec le rachat de franchise, et voilà, mon ref, je vais pas te faire de dessin, tu vois. Dans quel sens après, il fait quoi avec je comprends pas le rapport avec la camionnette. Mon gars, ton ami te rentre dedans. Bien comme il faut. Et toi, tu déclares l'incident à l'assurance. Et toi, t'es remboursé du prix de la valeur du véhicule. Et ton pote, ton ami à toi, il paie rien. Oui, mais... Parce qu'il a déjà payé le rachat de la franchise, t'as capté ? Mais c'est de la fraude, ça. Ah, mon gars, c'est de la fraude, mais si tu fermes ta gorge, il n'y aura pas de fraude. Comment ils vont savoir l'assurance ? Mais c'est pas légal, non ? T'as vu, là, je te parle français, là. Si tu dis rien, personne ne le saura. Mais si tu me dis, c'est de la fraude, ben oui, c'est de la fraude. Je te réponds, ouais, c'est de la fraude. Mais pourquoi vous le faites pas ? Moi, je l'ai déjà fait, moi, avec plein de véhicules, mon gars. C'est pour ça que, tu vois, je te propose le plan à toi et à ceux qui m'appellent. Ok, donc on peut prendre un peu d'argent, quoi, grâce à ça. Et bien sûr, il y a un billet à prendre, là. Ou de la prison. Ah non, mon gars, c'est un plan sûr. Tu me parles de prison, tu crois que je te parle de vente glacée ou quoi ? Mais je vous rappelle si jamais ça m'intéresse, hein. Ouais, c'est ça, réfléchis, ouais. Ça marche. Ah non, mais c'est hallucinant. C'est super. Je sais pas s'il faut applaudir. Je ne sais pas s'il faut applaudir. Ça dit beaucoup du système. Je ne sais pas s'il trouver celui-là. Non, il faut le trouver celui-ci. Ouais. Et Flavio, vous savez que vous pourriez être enquêteur quand même, parce que le mec qui vous déballe tout en 4 secondes.
C'est ça, au final, ils me vendent une fraude à l'assurance. Voilà, c'est ça. À nos amis assureurs qui nous écoutent, je pense que... Et ce qui est fou, c'est qu'ils font ça ouvertement, sans vergogne, sans problème. Publiquement, il n'y a aucun problème pour eux. Ils sont totalement à l'aise. Et voilà. Et bien sûr, c'est à retrouver sur nos différentes plateformes et vous sur votre compte Insta, mon cher Flavio, parce que c'est un plaisir en tout cas de vous avoir tous les jours. Et comme on dit, puisqu'on est jeudi, on dit pas à demain, on dit à quand ? On dit vivement lundi. Vivement lundi, exactement. En tout cas, merci beaucoup. Vous pouvez le réécouter en podcast sur Sud Radio et sur Instagram. Ça s'appelle Le Blond Flavio et c'est juste à mourir de rire, même si sur le fond c'est compliqué quand même. Si vous voulez faire jeune, vous avez des enfants, vous leur dites frérot. Non, c'est plus à la ref, c'est ref. C'était frère, frérot, ref. Allez, ref. Wesh, mon ref. Oui, c'est bien, vous le faites bien. Allez-y. Wesh, mon ref. Vas-y, Revel, là. Oublie-moi. Vas-y, comment tu me regardes, Revel, là? Oh là. C'est moi que tu regardes là. Oh là. C'est dingue. Ces gens s'en foutent. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause. Le journal. Et puis on reviendra avec Brindel après le journal. C'est l'œil de Brindel. On parlera de quoi? Alors on parlera des Jeux Olympiques. Ah, c'est bien, ça cartonne. D'hiver, ouais. Ça cartonne. Je m'attendais pas à des scores comme ça. Il se passe des histoires, je vous raconte que ça. Allez, on a hâte. À tout de suite. Très drôle. À partir de 19h, avec Clément Barguin, c'est une libre antenne, livre à voix qui font parler la France avec pas mal de sujets ce soir. Oui, et évidemment, nous sommes rattrapés par l'actualité avec la terrible tempête Nils qui touche le sud-ouest de la France. 900 000 foyers étaient encore privés d'électricité à la mi-après-midi. Témoignez, appelez-nous 0826 300 300 pour nous dire comment ça se passe. Et puis parmi les sujets de réflexion, on en a déjà mené avec vous, Cécile. Face aux violences dans le cadre scolaire, le ministre de l'Éducation nationale appelle les parents d'élèves à un sursaut collectif. On parlera de ce sursaut nécessaire et puis on parlera énergie aussi. Sébastien Lecornu a présenté les objectifs de la France. Vous êtes plutôt nucléaire ou énergie renouvelable? Merci, on en parle dans un instant. Et on vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio. Merci de votre fidélité. Il est 18h. Parlons vrai. En attendant, le flash avec François Germain. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Des pluies torrentielles sur des sols déjà gorgés d'eau. La tempête Nils a fait de lourds dégâts sur la moitié ouest, entre inondations et arbres tombés sur la chaussée. Ce soir, 3 départements sont toujours en vigilance rouge. La Gironde et le Lot-et-Garonne pour crues, ainsi que la Savoie pour avalanche. 27 départements sont toujours en orange. À la Réole, en Gironde, la Garonne dépasse 8,30 mètres et devrait continuer de monter dans les prochaines heures. Une situation assez habituelle pour la commune qui sait y faire face, comme l'explique la première adjointe Bernadette Cousin. La dernière inondation était similaire, c'était en 2021. L'eau est venue très haut. On pense que ça va faire la même chose. Donc quand on habite au bord de l'eau, on connaît les caprices de Dame Garonne et on est très 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 aguerri sur le sujet. On a le SDIS, on a la gendarmerie, on a la cellule de la sous-préfecture qui est avec nous. Enfin, on fait des réunions souvent, on est tous solidaires. C'est juste qu'on est très 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 prévoyant par rapport à la sécurisation des biens et des personnes, surtout des personnes. Donc on est très prêt, on fait des visites à domicile, on apporte de l'eau s'il faut. Voilà, on sait faire. Ce soir en Savoie, à cause des conditions météo, un confinement sera mis en place à Tignes de 23h à 6h du matin. Un nouveau candidat à la présidentielle de 2027, Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur et actuel président des Républicains, le dit dans un message envoyé aux élus de son parti. Bruno Retailleau officialisera la nouvelle dans une vidéo ce soir sur ses réseaux sociaux. Près de 10 jours après avoir reçu des coups de couteau, l'enseignante de Sanary-sur-Mer a repris connaissance. Elle a quitté le service des soins intensifs, mais son pronostic vital est toujours engagé. Elle est sous surveillance à l'hôpital. Le suspect de 14 ans, son élève, a été mis en examen pour tentative d'assassinat. Et puis, les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Roman Miradoli a décroché l'argent en Super G cet après-midi. 8e médaille pour la délégation française dans ces Jeux et la première pour le ski alpin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente soirée. Merci François Germain. Tout de suite la météo. Sud Radio.
C'est à vous, Rémi André, vous étiez perturbé, nous étions perturbés, le sommes-nous encore? Oui, nous le sommes encore et pendant encore une bonne dizaine de jours. En attendant, bien écoutez, la tempête Nils s'éloigne, le vent faiblit, même s'il souffle encore d'une manière sensible. Les averses sont encore là, elles sont assez nombreuses, notamment sur la partie est du pays, mais petit à petit, sur la partie ouest, cela commence à se calmer. Mais ce calme sera très relatif, car dès demain matin, une nouvelle perturbation va aborder le secteur ouest, toujours, qui, vous savez, est en crue de façon générale. Nous avons donc demain matin déjà de la pluie depuis le sud de la Bretagne, la Vendée, jusque vers le centre, mais également le centre Val-de-Loire. Dans tout ce secteur, de la pluie dès le matin. Et puis, la perturbation va pivoter sur elle-même et c'est quasiment tout le pays demain qui sera à nouveau soumis à des pluies assez soutenues, assez conséquentes, à de la neige sur le relief, avec un petit peu de vent, mais moins qu'aujourd'hui. Donc, une nouvelle perturbation très importante qui traversera le pays et qui va venir accumuler encore pas mal d'eau dans nos rivières et nos fleuves. Les températures, elles sont encore assez douces et puis nous irons vers un week-end qui sera nettement plus frais mais qui sera encore assez perturbé. Merci Rémi André. Vosfactures.fr, logiciel de facturation en ligne, procédure PDP, PA engagé, PayPal certifié, présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Ménibus. Cécile de Ménibus, particulièrement remontée ce soir. Elle doit gérer la présence terrifiante d'Éric Revel, journaliste, écrivain, auteur de C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Elle doit aussi gérer la présence d'un Sébastien Ménard, éditorialiste, entrepreneur dans la food tech. Et elle doit enfin gérer la présence de Pascal Giral, chef d'entreprise. Alors, gérez, chère Cécile. Merci, bravo. Bravo, monsieur Brindel, quel talent. Bravo, mais quel talent, incroyable, bravo. Et ça tombe bien que vous ayez le dernier mot, puisque je vais vous le donner tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est l'œil de monsieur Brindel. Bienvenue dans l'univers impitoyable de Milan Cortina, les 25e Jeux Olympiques d'hiver de l'histoire. La France s'est émue du triomphe de son couple flamboyant, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, en danse sur glace. Cette discipline où le vainqueur n'est pas celui qui marque le plus de buts ou qui passe la ligne en premier. Non, le vainqueur est celui qui réalise le mieux des figures et qui propose les plus beaux ballets. Pas simple, ces sports olympiques qui déterminent leurs champions artistes. Imaginez, champion olympique de chanson, premier, Jean-Jacques Goldman, deuxième, Johnny Hallyday, troisième, Charles Aznavour. Ça relève du subjectif. Enfin, savourons, la France a gagné, inespéré il y a encore quelques semaines. Guillaume Cizeron avait quitté il y a un an Gabriela Papadakis, avec qui il avait déjà été champion olympique. Les deux ne se supportaient plus. Du coup, en une petite année, Guillaume a préparé cette édition avec Laurence, sa copine d'enfance, une Canadienne qui a obtenu la nationalité française il y a 3 mois, en accélérant un peu le mouvement. What else? Bravo à nos deux champions. Lui a changé de partenaire dans l'illégalité la plus complète. Le biathlète norvégien Sturla Lagrid n'a pu s'empêcher de pleurer au moment de célébrer sa médaille, asphyxié par le sentiment de culpabilité. Il a crié au monde entier sa honte d'avoir trouvé sa compagne, de l'avoir trompée. Et oui, qu'il l'a disqualifié logiquement dans la foulée avant son départ pour Milan. Sturla tente de la récupérer, évidemment, y compris en lui dédiant sa médaille et en avouant sa faute devant les micros des télévisions du monde entier. Sa compagne lui aurait bien pardonné si finalement, je la cite, elle avait choisi d'être placée dans cette position, sous-entendu de la cocu montrée du doigt par le monde entier. Elle conclut son interview accordée aux médias norvégiens venus la sortir de son anonymat, je cite encore, « Il est douloureux de s'y retrouver ». Déclarer sa flamme au monde entier est finalement assez mal vu, vous le concevez, mais vraiment mal vu par le mouvement olympique, puisque l'athlète ukrainien Vladislav Ereshkevich l'a appris à ses dépens. Il n'a pas été autorisé à disputer la compétition de skeleton, le sport où on dévale en luge la tête la première, en raison de son casque rendant hommage aux athlètes ukrainiens tués durant la guerre contre la Russie. Un message considéré comme politique, ce que le comité d'organisation olympique interdit formellement. L'Ukraine et le CIO, une vieille histoire. Pendant les Jeux d'hiver de Sotchi en Russie, en 2014, le pays hôte avait envahi la Crimée. Les athlètes ukrainiens avaient
voulu protester en portant un brassard noir en souvenir de ceux qui déjà tombaient sous les bombes russes. Ils avaient été éconduits. Pourtant, les cocus, c'était bien eux. C'est vrai que ces JO d'hiver, il se passe toujours quelque chose. Vous avez regardé, Éric Revel ? Évidemment, je suis, sauf quand c'est trop tard. Mais dans l'affaire de ce biathlète qui avoue devant les micros du monde entier qu'il a trompé sa petite copine, il y a quand même un sujet incroyable, c'est qu'ils étaient ensemble depuis 6 mois et il la trompe au bout de 3 mois. Donc quand il nous explique les larmes aux yeux que c'était l'amour de sa vie, pas sûr. Je pense qu'il mais il y a un autre truc qui est passé. Alors il y a ce que vous avez dit sur la fille qui dit mais moi j'ai pas besoin qu'on me désigne comme cocu officiel aux yeux du monde entier. Mais il y a un autre truc beaucoup plus émouvant qui s'est passé lors de cette course où le Français Éric Perrault a fini 2e. C'est que le premier Norvégien qui a gagné, dont j'ai oublié le nom, Storn a été c'est lui qui a découvert ce biathlète norvégien quelques mois plus tôt, mort dans sa chambre. Et le signe qu'il fait en direction du ciel lorsqu'il passe en vainqueur la ligne pour cet individuel de biathlon m'a beaucoup plus ému que les larmes cocufiantes de votre copain 3e. J'étais pas là pour vous émouvoir, j'étais là pour jouer un petit peu. Mais ne vous vexez pas, ça m'a ému aussi. Je suis terriblement vexé et je vous quitte. Sébastien Ménard. C'est vrai que c'est plutôt cocasse de revenir sur ce que vous venez de décrire. Cet événement particulier. Il y a deux choses. Il y a un événement tragico-comique qui est celle de la tromperie, et puis il y a effectivement la dimension plus politique sur ces athlètes qui tentent de faire passer, et c'est pas les premiers, et ça sera pas les derniers, en vain, parce qu'évidemment l'olympisme a ses codes. Que seuls, je dirais, les gardiens du temple olympique ne comprennent, parce que dans une société où tout est médiatisé, hyper médiatisé, et où, je dirais, on se saisit de la moindre occasion médiatique pour porter un discours militant ou politique, c'est un peu dommage. Petit mot à Pascal Gérald. Et moi, je n'avais pas vu tout ça, mais maintenant, je vais m'y concentrer un peu plus, parce que les Jeux Olympiques vont prendre une nouvelle dimension pour moi. Ça y est, il y a de la pipolerie, donc Monsieur Gérald. On a une nouvelle médaille d'argent aujourd'hui, vous avez vu la Française qui a fini 2e du slalom G, c'est ça ? Mirandoli. Voilà. Les amis, dans un instant, nous allons nommer un nouveau ministre, et ce sera un ministre des personnes âgées. Et juste derrière, préparez-vous, le qui c'est qui l'a dit, que j'ai caché, je l'ai sorti. Ménard est là, je perds. Seul mon réalisateur et moi-même l'avons, puisque j'embarque Monsieur Brindel parmi les joueurs, et il ne sait pas de quoi on parle. Et juste, c'est Roman Mirandoli, bien sûr. J'avais pas dit son prénom. Vous faites bien de le dire. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl. Et notre ministre des Personnes âgées s'appelle Liliane de Clamart. Et ne faites pas vos valises, Liliane. Surtout, restez avec nous. C'est un scandale. Madame le ministre, vous préférez Madame la ministre ou Madame le ministre ? Madame la ministre. Madame la ministre, en tout cas, voilà, vous êtes récemment nommée depuis quelques secondes. Le mec a tout compris, ministre avec un E ou... C'est bon ça. Quel est votre programme pour ce ministère des Personnes âgées ? En priorité, renforcer le lien social et intergénérationnel, parce qu'on constate une fracture des liens sociaux et surtout entre les jeunes et les plus anciens. Alors, très très court, je pense, pourquoi on a un congé quand un enfant naît, pourquoi on n'aurait pas un congé familial senior pour pouvoir s'occuper de ses parents avant qu'ils soient indépendants. D'accord. Pour les aidants, vous dites, c'est à peu près ça. Pour la famille, oui. Oui, pour la famille. Oui. On va commenter, Frédéric Brindel. Alors, le point très important, c'est effectivement le lien. Et il serait peut-être bien d'imaginer que les personnes âgées sont aussi quelque part ceux qui nous montrent la voie. Et en ce sens, je crois qu'on peut s'appuyer sur eux pour tout le tissu associatif. On peut les solliciter pour l'encadrement des enfants. On peut les solliciter pour plein de choses. Les remettre dans le jeu.
finalement. C'est le meilleur moyen d'empêcher les gens de vieillir, je crois. Éric Revel. Alors moi j'aime beaucoup l'idée, Madame la Ministre, de congé senior après le congé maternité. Bon, j'aime beaucoup l'idée, mais le problème c'est qu'on n'a pas un euro de valide pour financer tout ça. Mais j'aime beaucoup l'idée. Et je ferais remarquer une chose, c'est que ça existe de plus en plus. Vous avez alors j'aime pas le mot EHPAD, vous avez des habitats pour personnes âgées qui sont construits avec en dessous ou au-dessus, ça dépend, des chambres d'étudiants. Et vous avez à la fois une solidarité entre ces personnes qui ont besoin d'aide et de liens sociaux, qui peuvent à la fois raconter leur vie et être aidés par ces étudiants qui sont en dessous et qui habitent dans le même immeuble. Ça s'appelle des co-living en fait. Et parfois il y a une cuisine, pas que ça s'appelait comme ça. Une cuisine commune. Je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent comme idée. Ouais, moi aussi. Sébastien Ménard. Allez-y Liliane, Madame la Ministre, pardon. Pourquoi on ne prendrait pas des mesures financières fiscales plutôt pour les familles qui accueillent des personnes âgées de leur famille, de leur propre famille? Ouais, normalement ça devrait être, on ne devrait pas devoir payer en tout cas pour ceux qui prennent soin de leur famille, mais c'est effectivement si vous prenez soin de quelqu'un qui n'est pas de votre famille, c'est avec un soutien financier, ce serait une bonne idée. Sébastien Ménard. Donc Madame le Ministre, il va falloir, il va falloir intégrer ça au projet de loi de finances 2027. Voilà. Parce qu'on n'en prend pas trop pour l'instant la direction, on a plutôt tendance à essorer les familles d'aidants et essorer les retraités. Donc malheureusement pour le moment on n'en prend pas le chemin. Au moment où la discussion sur la loi du grand âge a été de nouveau repoussée. Évidemment, je rappelle. Ouais. Monsieur Pascal Gérald. Oui, je ne sais pas quoi en penser. Moi, je suis un petit peu partagé parce qu'il existe aussi des aides pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, qui sont quelquefois régionales, voire locales. Donc oui, bon, il faut. Je peux vous dire que les aides existent, mais sont très très difficilement accessibles. Bah oui, c'est le fléchage qui est compliqué. Et méconnu, effectivement. Et méconnu. En fait, à chaque fois j'écoute un nouveau sujet, je me dis en fait, il faudrait tout arrêter et rebâtir. C'est ce que dit c'est ce que dit Jean-Louis Borloo. Oui, c'est parce que là, il y a des niches dans tous les sens. Personne ne comprend rien. Ça coûte un fric de fou parce qu'il y a de l'argent qui n'est pas déposé, on ne peut pas l'avoir parce que vous n'êtes pas à 1 kilomètre près sur le bon timing. Ça fonctionne pas du tout. Mais regardez, on a une très bonne proposition de notre ministre, Madame la Ministre, et les deux arguments qui sont sortis par messieurs Revel et Ménard, qui sont pourtant opposés dans la vie au quotidien, c'est de dire il y a de l'argent. Mais imaginons quelque chose. Il n'y a pas d'argent. Oui, enfin vous m'avez compris. Ne soyez pas mauvaise langue. Il y a de l'argent. En tout cas, il y a de l'argent, mais mal fléché. Bien sûr. Écoutez Cécile de Minibus, parce qu'elle a brillamment. Je peux rendre hommage à une personne. Oui, allez-y. À ma fille Esther, qui à 10 ans avait déposé dans les boîtes aux lettres des personnes âgées de notre petite résidence. Je suis à votre disposition mercredi après-midi pour vous accompagner si vous voulez qu'on parle. Super. Ça c'est trop mignon. Merveilleux. Voilà, c'est merveilleux. Et j'adore cette association où vous pouvez écrire des courriers aux personnes âgées dans les maisons de retraite. Et comme ça leur fait du courrier puisque leur famille ne s'occupe pas d'eux. Mais des fois, Cécile, il suffit pas d'aller bien loin. Il faut traverser sa rue, regarder sur son palier ou dans sa cage d'escalier. C'est ce que je fais moi. Pendant le Covid, j'ai mis un gâteau dans l'ascenseur. Je l'ai envoyé au 7e. J'ai appuyé sur tous les boutons et j'ai dit aux gens qui étaient dans l'immeuble, l'ascenseur va s'ouvrir. Mettez quelque chose dedans parce que c'est l'anniversaire de notre au dernier étage. Et elle était tellement émue. Ils ont mis du champagne, des fleurs, des machins, des trucs. Et c'était en plein Covid. Et c'était assez. Et merci de me le dire. C'est une lettre, un sourire cette association. Et alors, le viager a fonctionné. Vous avez récupéré l'appart. Voilà. Qu'est-ce que je disais, Cécile? Ce monsieur ne pense qu'à l'argent. Voilà, Cécile, voilà où on en est avec monsieur Ménard. Alors que moi, grâce à vous, Cécile, je viens de comprendre pourquoi, dans mon ascenseur, j'ai reçu un gâteau. C'est qu'on a commencé à vieillir. Qu'est-ce que je vois? Un colis piégé. J'ai un truc à vous dire, Sébastien Ménard. Allez-y, Cécile. Quelle indignation. Quelle indignité.
Indignité, pardon. Allez, merci beaucoup en tout cas, ma chère Liliane. Merci Madame la Ministre. En tout cas, vous feriez une très bonne ministre des personnes âgées. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu avec autant de talent. Et tout de suite, les amis, on va voir si vous en avez. Bon, je suis sûr que non, mais bon. Qui c'est qui l'a dit? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Je l'avais tellement planqué que je savais plus où il était. Ça y est, je l'ai retrouvé. Les là, amis, je peux pas vous aider parce que vous m'avez demandé de jouer. Et ben voilà, vous allez jouer. Vous allez gagner, Brandel. Vous allez gagner. Vous êtes doué. Non. Écoutez, mes amis, qui c'est qui l'a dit? Je veux porter une voix qui, à gauche, existe dans le pays, mais très peu entendue. C'est la gauche républicaine. Jérôme. Il faut que vous attendiez la fin. Ben oui, c'est ça les règles. Alors moi, j'avais Jérôme Gage. Universaliste, c'est la gauche laïque, effectivement. Mais on peut pas compter. Enfin, moi, les règles sont les règles. Brandel, en plus, vous bossez président de Minimus, les règles ont été contournées. Président, il faut faire preuve d'autorité. Là, il faut supprimer la... Philippe David, il respecte les règles. Normalement, c'est à la fin. Moi, je suis cycliste et sur la ligne, je lance mon vélo. Allez, on est prêt, on attend la fin de la citation. Merci. Qui c'est qui l'a dit? Je ne vous jette pas la pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Thérèse. Oui, Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure. Voilà. Alors, il est pas là le cadeau au sprint. Il y a toujours un poisson pilote. Voilà, là, j'ai pas lancé le vélo pour gagner au sprint. Je vous ai emmené le sprint, monsieur Ménard. Un point. Qui c'est qui l'a dit? Je n'aspire pas à être président, mais j'ai des idées. Jean-Louis Borloo. Michel-Édouard Leclerc. Sébastien Ménard. Il n'aspire pas à être président. Vous dormez autour de tout? Non, mais Non, mais il y a eu un buzz. Il y a eu un buzz autour de Michel-Édouard Leclerc, allez, comme il y a un buzz sur Pigasse, etc. Allez, qui c'est qui l'a dit? J'en ai discuté avec une personne, mais c'est la position de mon parti. Je n'en ai discuté avec personne, mais c'est la position de mon parti. C'est pas récent. Hein. Ouais, mais moi, alors pour le coup, je vais vous dire, moi j'ai vu la réponse tout à l'heure et je m'abstiens. Ouais. Honnêtement. Oh, en plus il a vu la réponse. Et ça dans les yeux, je vous regarde parce que j'ai vu ça. Il y a un rapport avec le prénom de notre dernière ministre des personnes âgées. Georges Marchais. Voilà. C'est un scandale. Faut être intelligent, monsieur Ménard. Il faut surtout être vieux. Faut être rapide. Qui c'est qui l'a dit? Elon Musk est d'abord un gars super subventionné par les agences fédérales. Emmanuel Macron. Et là, vous attendez la fin de la question. Macron, Emmanuel. Non, c'est bon, il a pas. Personne l'avait. J'étais en train de le dire. Même lui, le macroniste, il ne savait même pas que son chéri avait dit ça. J'étais en train de le dire. Je trouve ça un peu gonflé d'ailleurs de la part de Macron de dire ça. Qui c'est qui l'a dit? Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. Je l'ai. C'est quel film? C'est un film. Ah, c'est un film. Ouais. C'est pas les tontons flingueurs, ça? Si, non. Les tontons flingueurs. Oh là là, Pascal Giraud. Si, et c'est la scène. Non, je suis d'accord là, Pascal. Non. Bon. Il a dit. Non, mais Ménard, il a toutes les réponses. Non, mais c'est quelle scène, Pascal? Voilà. Il me semble que c'est la scène où Lino Ventura. Lino Ventura, exactement. C'est Lino Ventura. Ouais. Ça mérite un point, ça mérite un point. Mais attendez, c'est pas un demi. Allez, qui c'est qui l'a dit? Je n'ai jamais eu l'occasion d'éprouver ces blagues, mais il paraît que François Hollande est très drôle. Ségolène Royal? Non. Bah non. Elle a vécu avec lui. Oui, mais voilà, j'ai fait une blague et ça tombe à l'eau. Merci. Ouais, voilà. Non. Attendez, répétez. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, ça. Je n'ai jamais eu l'occasion d'éprouver ces blagues, mais il paraît que François Hollande est très drôle. C'est une fille de Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen, exactement. Mais elle s'appelle plus Le Pen, donc c'est refusé. Non. Mais non, elle s'appelle Marion Maréchal. Oui, mais d'accord. C'est incorrect. C'est qui l'a dit, messieurs? Attention, si tu veux voir un animal préhistorique, t'as qu'à filmer ta grand-mère. C'est un film, encore. Ouais, un film qui a cartonné, mais cartonné avec des acteurs de fou, avec Philippe Lachaud, par exemple. Tu vas me reguiser? Bah si, c'est la bande à Fifi. Allez, ils ont fait un film de dingue. Babysitting. Babysitting, bien sûr. Bravo, monsieur Girard. Qu'est-ce que c'est que cette idée Bah ouais, t'es quoi? Non mais attends, à qui vous filez des machins? Vous avez reçu un SMS? J'ai rien. Mais j'ai jamais vu. Il y a de la triche. Non mais attends, ça glisse au pays des merveilles. Comment vous dites, Cécile? Qui c'est qui l'a dit? Il n'y a pas de mal à se moquer des abrutis. Ils sont là pour ça, non? Bah, tonton flingueur. Non. C'est encore un film? Bah, encore un film. Mais c'est quoi ces questions? Allez, mais vous l'avez vu 100 fois, ce film. La vérité si je mens. Non. Les visiteurs. Non, c'est un dîner.
Un dîner de con. Non, c'est bon, je l'ai. On peut avoir Aude, arbitrage. Maxime. Allez, Revel. Non, Maxime, il est pas pour Non, mais moi, là, je tout le sais. monde là, si tu dis dîner, tout le monde là. Tout le monde là, Non, mais vous avez 4 non, points. mais on peut avoir un ralenti. Au finish, au ralenti. Frédéric, Oui, vous est-ce êtes qu'on peut avoir un honnête, vous êtes un replay? garçon honnête. Je le suis. Est-ce que vous avez bien entendu la fin du dîner de con? C'est moi. Dans les yeux, je le conteste. Ah voilà, c'est moi qui ai gagné. Bravo. Sébastien Ménard, 1, 2, 3, 4, 5 points. Revel, 3 points. Ouais, bon, on a déjà volé un. Monsieur Giral, 1 demi-point. Et Bradel. Non, pas un demi-point, j'avais babysitting et j'avais l'innoventura. Ah oui, exact. Attention là, ça va avoir les chiffres là, ça va pas du tout. Je vais bien Ça change rien, mais on a l'air moins bête. Vous avez perdu. On a l'air moins Non, bête. Frédéric est décevant sur ce coup-là. Non, pensais que c'est je un peu veux de truc. juste le point de Gage. Hein, Ouais, j'avais bon, été allez, le premier, vous il est avez pas tous Fanny. fait comme moi. Voilà. En Bon, tout cas, ok, on lui accorde, mais il est quand même dernier. elle est tonton C'est pas Flingueur, grave. calmez-vous. Allez, dans un instant, on va revenir sur le pouvoir d'achat. Estimez-vous que les supermarchés font trop de marge? On en est où au niveau La transition est brutale. des... Ouais. Alors. Ah bah oui, on Alors, revient à la vraie vie, monsieur Rebel. Sur le compte X de Sud Radio, les auditeurs disent oui à 85%. Eh ben, on en parle dans un instant. On vous attend au standard avec Aude au 0826 300 300. Restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Demain matin, réveillez-vous avec Maxime Liédo dans le Grand Matin Sud Radio. Pour la Saint-Valentin, Florajet.com et Sud Radio vous offrent des bouquets en forme de cœur composés de somptueuses roses rouges. Découvrez cette... Nous, Éric Revel est avec nous, auteur de Mozart qu'on assassine Voilà. aux éditions Ellipse, Voilà. et avec vos bêtises, Voilà, alors je vois qu'il y a des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils vont renvoyer le livre. Oui, C'est parce normal. que pour tous, ceux qui n'ont pas entendu cette information, monsieur Ménard a balancé une fausse rumeur Voilà. en disant Non, que c'est si tout on à n'était fait- pas, si on n'était pas content du livre de monsieur non. Revel, il fallait le rendre. C'est satisfait ou remboursé. Voilà. Mais je ferai remarquer à monsieur Ménard que pour renvoyer un livre, il faut d'abord l'avoir acheté. Oui, c'est ça. Voilà. Et voilà. Ou savoir qui est Mozart dans ce cas-là. Voilà. Ouais, ça fait beaucoup d'équations. En tout cas, Sébastien Ménard est avec nous, éditorialiste, entrepreneur dans la food tech, et Pascal Giral, chef d'entreprise. Et tout de suite, la question du soir. Nous travaillons sur les marges des industriels et de la grande distribution pour comprendre comment les prix sont formés, ce qu'on paye en caisse quand on va dans un supermarché. À un moment donné, quand on met des marges très faibles sur des produits qui sont gras, qui sont sucrés, qui sont ultra transformés, et des marges beaucoup plus fortes sur des produits frais, eh bien oui, c'est un choix. Il y a une question de santé publique. Donc, est-ce que c'est aux distributeurs de définir que nous devons manger en priorité par le jeu des prix? Je crois que là, ils ont aussi une responsabilité à avoir, et donc ils ont aussi à mettre des produits sains à des prix et des marges basses. Le pouvoir d'achat, donnez-moi. Alors le Sénat... Vous connaissez le chanteur, non? Je le connais pas, non. C'est pas sa meilleure, paraît-il. C'est la chanson du dimanche. C'est pas Michel Delpech, mais c'est qui ça? Frédéric Brandel. C'est Frédéric Brandel. Non, ça non. Cécile, vous savez qui chante là? C'est la chanson du dimanche, vous connaissez ça? La chanson du dimanche. Oui. Chaque dimanche, il y La a une chanson chanson s'appelle différente. Le super pouvoir d'achat. Voilà. Ok, et c'est le Michel-Édouard groupe. Leclerc. C'est le groupe. Le groupe s'appelle La chanson du La dimanche. chanson du dimanche, non, parce que décidément, je connais pas. tous les dimanches, il faisait une chanson. Ok. Voilà, c'est ça. C'est un concept. Et je reviens sur cette information. Le Sénat a donc lancé en octobre dernier cette commission d'enquête pour faire la lumière sur le manque de transparence, en tout cas des marges des distributeurs. Et cette association Famille Rurale a annoncé aussi saisir l'autorité de la concurrence pour demander, elle aussi, une enquête. Est-ce que vous trouvez effectivement, Éric Revel, qu'il faut enquêter sur les marges des grands distributeurs aujourd'hui? Oui, mais je pense tout ce qui peut amener de la transparence, vu l'inflation qu'on a connue sur les produits alimentaires, est une bonne chose. Maintenant, il y a un angle auquel j'avais pas pensé. C'est la responsable de Famille Rurale qui parlait. Absolument. Voilà. Il y a un angle auquel j'avais pas pensé du tout, c'est que les pouvoirs publics devraient, dès l'instant où ils font la promotion de manger 4 fruits, 4 légumes par jour, ils devraient faire la promotion auprès des supermarchés, des grandes marques de distribution, de rendre ces produits sains plus accessibles. Financièrement, voilà. oui. Si les grandes distributions font des marges avec des produits d'appel, il faut les obliger à faire des produits d'appel sur les produits les plus sains et non pas sur les produits transformés dont on redoute qu'ils soient à l'origine de beaucoup de cancers actuellement, quand même, les produits transformés. Alors, rappelons quand même 2-3 choses. Grosso modo, nos agriculteurs, ils vendent 1 euro un fruit, ils vont gagner 1 euro. C'est-à-dire que pour eux, c'est 0. On le sait.
pas de marge possible, on les étouffe. De l'autre côté, une famille qui doit respecter l'incitation des services publics et des autorités, on va dire, de santé. À manger minimum 4 ou 5 fruits et légumes par jour, ça coûte beaucoup trop cher. Donc entre l'un qui n'a rien, aucun profit pour un travail exigeant, et l'autre qui n'arrive pas à s'acheter ça, si on veut vraiment que l'État serve à quelque chose, qu'il y ait, on va dire, une cohérence, un savoir-vivre, il va falloir agir. Vous savez, ça me fait penser, par exemple, aux Parisiens qui agissent pour une écologie meilleure et pour inciter les gens à prendre les transports en commun. Alors on leur dit, déposez votre voiture au parking. Et il y a une entreprise qui se gave parce qu'un parking, quand on se gare à Paris, c'est 15 € pour 1 heure. Et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. On veut manger, on veut redonner de la santé aux Français, et il y a des gens qui se gavent parce qu'ils mangent des pommes, ils vendent des pommes 3 fois trop cher. Vous vouliez réagir, Sébastien Ménard, mais rapidement, parce que Christian est avec nous au 0826 300 300. C'est qu'encore une fois, vous avez partiellement raison. N'oubliez pas que quand vous rentrez dans un supermarché, il faut payer les locaux, faut payer des gens, faut payer des salaires, faut payer des charges, et que pour payer tout ça, ça se fait sur quoi? Ça se fait entre le prix d'achat et le prix de revente. Voilà, donc il y a des gens qui se gavent, mais il y a aussi des gens qui essaient de faire fonctionner leur boutique du mieux possible, avec toutes les contraintes qu'on connaît. Et leur yacht aussi. Et on part en Dordogne avec Christian qui est avec nous. Bonsoir Christian, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir les vraies voix. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Sur ces marges, puisque vous êtes, je crois, producteur de noix biologiques, sur ces marges des grands distributeurs, quel est votre avis ? Écoutez, je vais vous dire mon expérience, parce que moi je suis monomaniaque, je ne sais parler que de la noix. Je produis de la noix, donc comme vous l'avez dit, dans le Périgord vert. Donc pendant des années, je vendais mes noix à une coopérative, donc ensuite les revendait à des centrales d'achat, qui les revendaient aux chaînes de distribution. Et j'ai l'année où on m'a payé mes noix à 1,40 € le kilo, et que je les ai vus dans un supermarché très connu de Périgueux à 7,99 €. Et je me suis dit, j'ai pété un câble, et je me suis dit, il va falloir que je me mette à les vendre moi-même si je veux m'en sortir un petit peu. Quelle honte. Voilà, donc j'ai commencé à les vendre moi-même sur les marchés, et puis de fil en aiguille, de bouche à oreille, et ça a fait boule de neige. Et aujourd'hui, je vends. Mon gros problème aujourd'hui, c'est que j'arrive pas à produire suffisamment pour satisfaire ma clientèle. Moi, je dis bravo. Bravo. Ouais, je dis. Voilà. Ça c'est bien. Et c'est ce que je dis à tous les agriculteurs, les jeunes qui veulent s'installer aujourd'hui. Je leur dis, si vous voulez vous en sortir, les gars, il va falloir faire au moins une partie de votre production en vente directe, parce que sinon vous allez vous faire bouffer par les intermédiaires. Et le client, alors le paysan, il n'est pas payé, et il est payé très bas, et le consommateur en ville, lui, il est plumé, parce qu'aujourd'hui, alors je vous prends le cas du cerneau de noix par exemple. Moi, je vends du cerneau de noix bio. Alors, j'arrive pas à en vendre au supermarché. Le seul supermarché qui joue le jeu, je vais le nommer, c'est Biocop, qui m'achète des cerneaux de noix locales, production locale, pour m'aider, et puis pour aussi me proposer un produit de qualité à ses clients. Les autres, ils font venir des noix de Moldavie, d'Ukraine, du Chili. Vous regardez partout autour de vous dans les supermarchés, vous trouverez pas un cerneau de noix français. Et ils vendent ça à 30 € le kilo. Alors que moi, je les vends j'ai pas départ de la ferme à 17 € le kilo. Si vous les retrouvez dans les magasins à 25, c'est le cas à Biocop, ça me semble une marge normale, 50%. Voyez. Et Christian, ça veut dire qu'avant, vous aviez, entre vous et le distributeur, 2 intermédiaires, c'est ça, ou 3 ? Alors, je connais pas tous les rouages, en fait, de la grande distribution, etc. Mais je pense qu'il y en avait au moins 2. Il y avait la coopérative qui récupère tous les produits de tous les agriculteurs, qui les synthétise, qui les agrège, qui les commercialise, etc. Et ensuite qui revend à des centrales d'achat qui, eux, vont revendre au supermarché. Je suppose que c'est comme ça que ça marche, mais je suis que simple paysan au fin fond de la Dordogne. Oui. Mais ça peut pas fonctionner comme ça, Éric Revel, à un moment donné, avant que ça s'arrête. Je connais un peu la région, Christian, vous parlez des grands supermarchés au rond-point de Trélissac. Je ne veux pas donner de nom. Parce non, mais Trélissac, c'est le nom d'une commune. Ils sont tous dans le même panier. Voilà, c'est ça. En fait, si vous voulez, alors là, ils font leurs pucelles effarouchées à cause du Mercosur, mais en fait, ils vendent déjà des noix du Chili partout. Vous voyez, vous avez une chaîne qui prétend vendre des grands produits frais, si vous voyez ce que je veux dire, et ils vendent des noix du Chili. Mais je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez les mêmes contraintes en termes de pesticides qu'ont les producteurs de noisettes? Parce que là, on voit bien que les producteurs de noisettes en France sont en train de faire faillite et qu'on importe de la noisette de Turquie qui, elle, est cultivée et produite avec
Les pesticides interdits en France. On fait manger à nos gosses de la pâte à tartiner qui contient des noisettes qui sont cultivées avec des produits chimiques qui sont interdits en France. Exact. Ça, c'est complètement aberrant, vous voyez. Voilà. Mais moi, non, dans la noix, moi, je suis en bio et j'ai la chance d'être un peu isolé au nord de la Dordogne. Donc, du coup, vous savez, ce qui amène les maladies, les ravageurs, comme on les appelle, etc., c'est la surpopulation quand on plante des milliers d'hectares d'arbres d'une même espèce, hein, en l'occurrence le noyer, ou c'est pas là pour la pomme, etc., on ramène des maladies. Moi, j'ai un peu la chance d'être un peu à l'écart. Donc, pour l'instant, je touche du bois, je suis pas sujet aux maladies qui ravagent les cultures, comme c'est le cas pour la noisette. En tout cas, ce sont des contrats à la noix, c'est ce qu'aurait dit Philippe David. Philippe, il a toujours le bon humour. Hein, quand même. C'est pour ça que j'essaye de... Soir, alors, lui... J'espère qu'il vous manque pas trop quand même ce soir. Quand il fait ses blagues, on fait de lui. Qu'est-ce que vous dites, Christian ? Non, je demandais s'il était là. Je peux vous parler du miel aussi, parce que sur un marché la semaine dernière, j'ai rencontré un Ukrainien qui est venu me voir avec Google Translate, on a réussi à communiquer. Il m'a demandé comment je traitais mes ruches contre le frelon asiatique, le varroa, etc. Au bout du compte, il m'a raconté en partant qu'il vendait en Ukraine, le miel vaut 3 € le kilo. Il vend le miel 3 € le kilo. Donc quand vous achetez dans un supermarché du miel qui vient d'Ukraine, vous avez juste à tourner le bidon pour voir que c'est un mélange de miel qui vient d'Ukraine, d'Argentine, du Chili ou d'ailleurs, hein, c'est marqué sur l'étiquette. Hein, et ben vous savez que le supermarché ou la centrale d'achat l'a payé 3 € et peut-être même moins à l'apiculteur ukrainien. Vous voyez, voilà, et vous le payez 14 € le kilo dans le supermarché. Voilà. Faut toujours aller voir les producteurs. Qui sont un peu intelligents et qui ont moyen, ils achètent directement aux producteurs. Moi, je viens régulièrement à Paris avec des pleines camionnettes de marchandises pour livrer des clients que j'ai rencontrés sur les marchés et vous venez pas chez nous. Des prix. Comment ? Faut venir à Sud Radio la prochaine fois que vous vous baladez en France. J'avais envoyé des noix à Patrick Roger il y a quelques années. En général, il partage pas. Attendez, Christian, excusez-moi. Allez me chercher Patrick Roger, s'il vous plaît. Non, il partage pas, Patrick. Est-ce que Patrick Roger de son bureau nous entend, bien entendu? Patrick Roger, vous êtes attendu à la direction générale ici pour savoir pourquoi, quand vous recevez des noix, vous les gardez pour vous. Ça, c'est important. Alors que vous venez manger nos gâteaux dans notre bureau. Pour être tout à fait honnête, il a gardé les cerneaux, il nous a refilé les coques. Voilà. Il nous a laissé les noix et il a gardé les noix. Là, c'est appelez-moi la direction tout de suite. Pascal Gérald, vous vouliez réagir? Oui, alors moi, je voulais vous faire des formations professionnelles, un petit calcul. On a parlé des noix, on a parlé du miel. Moi, je vais vous parler des patates. Et cet exemple de patates sur les marges. Alors, aujourd'hui, une tonne de patates, dans un prix normal, ça se négocie environ à 130 € la tonne. D'accord. Bien que quelques producteurs soient obligés de descendre jusqu'à 15 € pour absorber le surplus aujourd'hui. Mais le prix normal, c'est environ 130 € la tonne. Dans les supermarchés, le prix d'un kilo de pommes de terre varie entre 1,30 € et 3 €. J'ai pris une moyenne de 2 €. Alors si on prend ça, on fait une belle équation, on s'aperçoit qu'on est à 1670 € de gain pour le supermarché sur une tonne. Si on enlève tous les frais, c'est-à-dire la TVA, les frais de fonctionnement, les frais de transport et autres, sans parler évidemment des frais de personnel, puisqu'on ne sait pas combien il y a de personnel dans le magasin en question, on est à environ entre 800 et 1000 € de marge pour le supermarché. Ah oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup sur une tonne. C'est beaucoup. Donc, est-ce qu'ils font trop de marge? Je ne sais pas, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. En plus, ils font de la péréquation des marges, ce qui consiste à finalement privilégier les produits de basse qualité aux dépens de ceux qui sont recommandés pour la bonne santé. Ils jouent avec ça en plus. Ça aussi, c'est souligné par l'association familiale rurale. Les amis, pas un philanthrope. Les amis, ça c'est le premier dossier. On a un autre dossier. Est avec nous Christian, monsieur Patrick Roger. Patrick Roger, comment ça va, Patrick Roger? Bonsoir, écoutez, ça va bien. Que se passe-t-il? Patrick Roger, rendez les noix que vous avez reçues. C'est vrai que vous avez reçu des noix. Exact. C'est notre ami producteur de noix. Exactement. Christian qui nous appelle de la Dordogne. Et des noix qui étaient fabuleuses. Excellentes. Absolument. Et je les avais partagées avec quelques-uns le matin, évidemment. Voilà. Non, mais j'ai une question en direct à poser à Patrick Roger. Patrick Roger, quand vous venez manger nos gâteaux dans notre bureau et que vous recevez des noix, est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir un partage équitable? On peut
peut faire du troc. On peut faire du troc. Moi, je suis pour relancer en fait le troc. Alors, vous êtes d'accord pour dire que les noix de notre ami Christian sont fabuleuses. Elles étaient excellentissimimes. C'est Christian. C'est Christian. Christian, bonsoir. Non mais c'était il y a 2 ans, je crois, Christian. Oui, c'est ça, Monsieur Roger. Vous avez bonne mémoire. Oui, il s'en souvient. Et j'ai dégusté vos noix parce qu'elles étaient vraiment. Mais tout seul, Patrick, tout seul, non? Non, j'en ai laissé, je crois, quelques-unes. 2-3. Mais il faut réparer ça. Donc, avec Christian, on va s'entendre. Je vais vous en envoyer. Il va falloir qu'il y a eu une récolte pléthorique. Je vais vous faire passer un colis, là. On va me donner votre adresse. Non, mais Christian. Attendez, Christian, c'est vrai, récolte pléthorique? Pléthorique. Ah bon? Pléthorique, exactement. Pourquoi? Que s'est-il passé pour qu'il y ait autant de noix? Il y a eu une bonne année. Il y a eu un printemps, mois de mai très sec et venteux, donc ça a fructifié au maximum. Bon, elles sont pas très grosses cette année parce que le mois de juin a été sec, mais il y en a beaucoup et puis elles sont très bonnes. Surtout, elles sont encore meilleures que celles que je vous avais envoyées. Ça donne envie. Dans votre bureau, oui. Vous savez quoi, Christian? C'est assez terrible quand je me mets en fait devant des noix et que je commence à en manger, je ne peux plus m'arrêter. Ça et les amandes. C'est pour ça qu'on en a pas eu. Et du coup, après, Patrick nous fait des conseils à la noix. C'est comme ça qu'on l'a à l'augmentation. On arrive avec des cacahuètes. De la confiture de figues. En tout cas, moi, je vous incite à aller à Thiviers, c'est en Dordogne, aller voir ce producteur de noix biologiques exceptionnel et d'aller voir vos petits commerçants, bien entendu. Et on vous redonne l'adresse, Christian. On expédie, on livre. Je livre même à Paris tous les 2 mois. Et voilà, il livre un petit peu partout. Merci vous pouvez beaucoup. commander sur le site internet les vergers de Pialard, les vergers au pluriel de Pialard avec un PIALARD.fr et vous verrez que les frais de port sont très très limités. Est-ce qu'on peut avoir une petite réduction pour les gens qui appellent de la part de Sud Radio? Absolument, bien sûr. Bravo, Christian! Supplémentaire. Un petit paquet de noix caramélisées pour accompagner la commande. Merci beaucoup. Excusez-moi, concernant les marges des supermarchés, vous en fichez alors, non? On en était où? Non. C'est à Nanteuil. L'émission est terminée. Merci à mon camarade Frédéric Brindel de m'avoir accompagné. En tout cas, on vous retrouve dans un instant avec Clément Barguin, excusez-moi. Juste avant, pour parler des sujets de tout à l'heure, ce sera quoi? Alors, on rappelle, la tempête Nils, partagez votre vécu, les réactions, dites-nous comment c'est chez vous, là-bas dans le sud-ouest. Appel du ministre de l'Éducation nationale aux parents pour lutter contre les violences et le harcèlement à l'école. Est-ce un aveu d'échec pour l'Éducation nationale? Et puis, la stratégie énergétique, êtes-vous plutôt pro-nucléaire ou pro-énergie renouvelable? Vous nous appelez 0826 300 300. Clément Barguin avec vous au 0826 300 300. Tout de suite, dans un instant, la petite phrase du jour. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tous ceux qui pensent que c'est bien d'être le moins cher de son département, et à ceux qui trouvent qu'être le moins cher de sa région, c'est une belle performance. Eh ben, vous devriez voir un peu plus grand que ça. En ce moment, chez Intermarché, la raclette nature en tranche au lait pasteurisé pâturage, une marque Intermarché, est à seulement 3,79 €. Et c'est la moins chère de France. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 15 février, barquette de 400 grammes, soit 9,48 € le kilo, transformée en France sur la base d'un relevé en date du 9 février. Voir méthodologie sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio 7. 104.9. Sud Radio. Oh, mais qu'est-ce qu'on va se faire à manger? Pommes de terre. Pommes de terre. Ah mais oui, pas bête. Une poêlée de pommes de terre aux épices. Pommes de terre. Pommes de terre. Ah oui, ça j'adore. Des pommes de terre rôties au four à la sauce soja. Aussi équilibrée que savoureuse, la pomme de terre, c'est la base. L'application Sud Radio est disponible sur votre smartphone. Retrouvez tous les contenus de Sud Radio à portée de main. Le direct en audio et en vidéo, les podcasts de vos émissions préférées à écouter ou à télécharger et toute l'actualité Sud Radio. C'est André Berkoff. Ici, tous les sujets sont abordés. L'application Sud Radio vous suit partout dans votre poche. Téléchargez-la gratuitement sur votre smartphone. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Ça y est, il faut se séparer.